Marcel, question simple. Que faisais-tu en ce joli mois de mai 68? Eh bien, j'ai été cueilli par le mouvement de mai dans la région de Clermont-Ferrand, où je faisais avec Maurice Felvic un film, un documentaire sur M. Debatisse, qui était le patron de la FNSEA, Ah oui, la Fédération des exploitants agricoles. Donc la grève s'est déclenchée à l'ORTF le 13 mai. On était en plein milieu du tournage qu'on n'a jamais fini. Le jour de la grève générale. Ah oui, bah oui. Ouais. Voilà, le 13 mai, donc on a manifesté dans les rues de Clermont-Ferrand. Et puis on est parti immédiatement après à Paris. Et on est arrivé dans Paris en fait. Ah oui, vous êtes arrivé le jour même, non? Le jour même, oui. Ah oui. Oui, l'après-midi du 13 mai. Et donc toute l'ORTF était réunie au but de Chaumont, sous la poigne de Jean-Marie Drault, lui qui animait tout ça, en multiplex avec tous les France 3 de France. Et c'est là qu'on a décidé de se mettre en grève. Et après ce moment formidable, très enthousiasmant, on est parti à pied. Et là, on est descendu du début de Chaumont, à pied, dans Paris. Il faisait beau. Et pour aller dîner dans le centre de Paris. Et c'était merveilleux. C'était extraordinaire parce qu'on marchait dans la rue, on rencontrait des gens, on parlait avec eux. On allait boire un verre dans un bistrot, on parlait avec tout le monde. On s'installait dans un restaurant, on parlait avec tout le monde. Tout le monde parlait à tout le monde. Alors que 3 jours avant, les gens se regardaient en chien de faïence, se parlaient surtout pas quand ils se connaissaient pas. Et là, tout le monde se parlait. Merveilleux. Oui, c'était une ambiance absolument sidérante, quoi. C'est curieux quand même, hein, parce que vraiment quelques jours avant, l'ambiance était l'inverse, quoi. Hein, les gens se parlaient pas. Comment tu expliques ça, toi? Ah, mais c'est un jaillissement. Un jaillissement. De quelque chose qui avait été trop contenu trop longtemps dans tous les domaines. Les gens se sentaient prisonniers, quoi. Et tout d'un coup, je sais pas, il y a une faille et puis tout le monde s'engouffre dedans. Une forme de libération. Une libération, quoi. Mais j'ai rarement vu un truc pareil. Vraiment une explosion de joie, de fraternité. Et donc à l'intérieur de l'ORTF, la défunte ORTF, comment ça s'est passé exactement? Ah bah c'est marrant parce que il y avait donc la télé et la radio. La radio s'est tout de suite mise en grève sous la direction d'Édouard Guibert, le grand dirigeant du SNJ, qui est un grand ami, qui était hélas, qui a disparu, qui était un type merveilleux et qui a tenu la grève là, du début à la fin, qui l'a animé, qui a été son âme, quoi. Et à la télé, il y avait 2 planètes, quoi, celle de l'information. Oui. Alors eux, ils ont dit non, nous on se met pas en grève, on va faire notre boulot, etc. On va faire notre boulot pour couvrir les événements. Couvrir les événements. Oui. Et puis tout le reste qui était en grève, quoi. Vraiment tout le monde, toutes les professions, c'était absolument dingue. Et donc les journalistes ont dit on va essayer de couvrir, etc. Et puis ils ont couvert un petit peu au début. Et il y a eu un discours de De Gaulle, je ne sais plus quand.
Et ils ont dit, on va interviewer des opposants qui vont dire ce qu'ils en pensent. Et les patrons de l'information ont dit oui, d'accord. Alors c'est ce qu'ils ont fait, ils ont interviewé les responsables de l'opposition. Et quand il a fallu diffuser, les patrons leur ont dit, ah ben non, le gouvernement ne veut pas qu'on diffuse. Et alors là, ils se sont foutus en grève, à leur tour. Parce que mais 15 jours après les autres, ou 10 jours après les autres. C'est donc un discours qu'on n'a jamais entendu, alors? Non, le discours, on l'a entendu. Ah oui. Mais les réactions au discours, non. Ah d'accord. c'est plus pratique. Voilà. Alors quelle était l'ambiance? Alors là, ça les a foutus en colère, quoi. Ouais. Et ils se sont foutus en grève, et après, il n'y avait plus moyen de les faire reprendre. Alors eux aussi, ils avaient probablement accumulé pas mal de contraintes et de... Ouais. Il y avait de tout là-dedans. Hein. Il y avait ce que des groupes appelaient les gilets rayés. Tu sais, comme dans Tintin et Milou, le serviteur avec son gilet rayé. Parce que ça fait penser au bagnard, mais c'est pas ça. Le gilet rayé. Et puis il y avait des gens formidables. Il y avait Frédéric Potcher, Maurice Sévenot. Il y avait plein de gens... Jacques Abouchard, des gens vraiment très bien. Et alors là, on était... Nous, je ne sais plus où est-ce qu'on se réunissait. Et il y avait tous les syndicats. Et moi, j'avais créé le syndicat CGT. Des journalistes. Déjà. Des journalistes, on était 2. Ah oui, si peu nombreux. Ouais. Remarque à l'époque, parce qu'à l'époque la pression était dure. Ah bah oui. C'était à l'époque de Perfit. C'était Perfit. C'était Perfit. Donc le journal, il le tenait en main. Hein. Le directeur du journal télévisé, tous les matins, allait au ministère. Prendre les ordres. Mais exactement. Édouard Sablier, il le dit dans son livre d'ailleurs. Il allait à 9h moins le quart au ministère, et à côté du bureau du ministre, il y avait le bureau du SLI, Service de liaison interministériel pour l'information. Et là, il avait des représentants de tous les ministères qui venaient. Et qui disait, voilà, aujourd'hui, il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Il prenait des notes. Puis il disait, et ça, est-ce qu'on peut en parler? Ah non, ça, il ne faut pas en parler pour le moment. On prépare une loi, il faut attendre. Et il dit dans son livre, on était les mieux informés, les journalistes les mieux informés de France. Et pour cause. Aux sources. Et il dit ça naturellement. Naturellement. Ah, c'était incroyable. Donc il fallait se défaire de tout ça quand même. Et alors la lutte, ça s'est passé comment concrètement? Parce que ça a duré quand même. Hein. Alors la télé, les responsables des autres professions se voyaient tous les jours. Je crois que c'était à la Maison de la Radio. Alors c'était présidé par Raoul Sangla. Ah, ouais. C'est lui qui présidait les débats, à sa manière très élégante. Je me souviens toujours, un jour, il y a Léon Zitrone qui vient, et il dit, camarades, je suis avec vous, mais voilà, le problème c'est que mon public me réclame, est-ce que vous m'autorisez à continuer à présenter le journal? Alors Sangla lui dit, écoute, nous allons en parler, si tu pouvais sortir quelques minutes et on te rappellera pour te donner la réponse. Alors il est sorti, éclat de rire général, évidemment. Et ils l'ont rappelé et ils lui ont dit, mon cher Léon, c'est non. Il avait osé quand même. Oui, il avait osé. Alors là-dedans, il y avait, parmi les journalistes, il y avait ce que des groupes appelaient les gilets rayés, mais il y avait donc des tas de gens très bien. Et même parmi ceux qui ont continué, parce que quand les journalistes sont foutus en grève, il y a ce qu'on appelle les jaunes, qui ont continué à faire le journal. Mais il y avait aussi quelqu'un qui est resté une grande amie, c'est Betty Duron,
qui était présentatrice. Et elle, c'était pas une gilet rayé, c'était une gaulliste. Voilà. Elle admirait le général à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Pour elle, c'était incontournable. Et on pouvait pas... on pouvait pas s'opposer au général. Toucher à ça. Voilà. Le général, ça, c'était intouchable. Il avait lui-même ce sentiment-là, d'ailleurs. Oui. Parce que pour elle, le général, c'était la résistance. Voilà. Ce qui fait que quand on sait qu'à l'époque, on était vraiment dans des camps ennemis, mais on s'est connus après et on est devenus très amis. Très amis, parce que moi, ça, je respecte quand c'est par conviction. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, il y en a qu'une conviction, on n'avait rien à y voir. Mais elle, c'était vraiment des convictions, et donc on est toujours très amis, aujourd'hui encore, avec Betty Durand, grande amie. Et alors un jour, il y en a un qui est venu, qui était un journaliste sportif, et puis il a dit, voilà, camarade, je suis très ennuyé, parce que, voilà, je suis gréviste, mais... si je travaille à l'ORTF, c'est grâce à mon oncle qui est député RPR, enfin, c'était UDR à l'époque, je ne sais plus. UDR, oui, je crois que c'est UDR. Oui. Et donc voilà, quoi, je ne peux pas faire grève, parce que je leur dois tout. Alors, il pleurait. Il en pleurait. Il en pleurait. Ouais. Et bon, on lui a dit, écoute, c'est à toi de voir, hein. Prends tes responsabilités. Donc il est parti. Et il a continué à travailler dans le journal des Jaunes. Quoi. Ah oui, c'était extraordinaire, mais là, on avait des Roger Coudert. Ça a été un mouvement assez largement suivi. D'ailleurs, après là, quand on s'est tous fait virer, parce qu'il y a eu un massacre. Hein. Mais j'y reviendrai. Mais après, donc, Roger Coudert avait été viré, comme la plupart des grévistes, beaucoup des grévistes. Et quand il y avait un match de rugby, les gens mettaient les images de l'ORTF et ils coupaient le son. Et ils mettaient Europe 1. Parce qu'à Europe 1, il y avait Roger Coudert qui commentait. Incroyable. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais. Et vous avez gagné des choses très concrètes dans ce mouvement Alors, ce qu'on avait fait là, dans ces réunions présidées par Raoul Sangla, qui avaient lieu toute la journée, la journée, on avait refait le monde, quoi. On avait refait la télé, on avait refait des statuts. Par exemple, le conseil d'administration devait être composé de 3 entités. D'une part, les représentants du personnel, d'autre part, les représentants du pouvoir, et troisièmement, les représentants de la société civile. Ça fait rêver, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'était formidable. Absolument. Hein? Alors, tu penses bien que ça a volé en éclats, quand il y a eu la grande manif des gaullistes sur les Champs-Élysées, et voilà. Et alors, quand les journalistes, quand on a fini par arrêter la grève, on a été convoqués à Cognac-G par Jean-Louis Guillot, qui était l'adjoint d'Édouard Sablier, direction de l'information. Et on était assis dans une petite salle qui ressemblait à une salle de classe. Une salle de projection, mais avec comme des bureaux de classe. Des petits bancs. Ouais. Et on était assis là, 15 par 15, il nous est rentré. Et lui, il faisait les 100 pas, les mains derrière le dos, devant, sans rien dire, pendant un long moment. Et puis il se tourne vers nous et il nous dit « Je vous ai beaucoup attendu. » Je vous ai beaucoup attendu. Oui, je vous ai beaucoup attendu.
Oh là là, donc la salle de classe, plus ça, c'est double provocation. Tu vois un peu. Et là, on a appris le lendemain les listes de licenciement. Et là, il ne vous l'a pas annoncé? Ah ben, il a dit qu'il prendrait les mesures qui s'imposaient, quoi. D'accord. Alors, il y en a eu beaucoup de licenciés? On a compris le message. Il y a eu plus de 100 statutaires licenciés. C'est énorme. Hein. Plus les pigistes. Plus une liste noire de pigistes, dont je faisais partie, j'étais pigiste. Et il y avait Roger Louis aussi sur cette liste, oui, des gens comme ça. Hein. Et donc sur la liste noire des pigistes, il devait y avoir encore une trentaine de noms, quoi, tu vois. Mais c'est un des plus gros licenciements qui ait jamais eu lieu. C'est le plus gros licenciement qui ait jamais eu lieu. Et puis des gens de talent en général, non? Et avec beaucoup de gens de talent. Tu te rends compte, Frédéric Potcher. Ah oui. Et lui, pareil, il est parti, je ne sais plus si c'est sur Europe 1. Sur la radio, oui. Il a continué sur l'émission, oui. À faire ses grands numéros de comédiens extraordinaires. Il y en a qui s'en souviennent toujours, les anciens. Oh, mais c'est un merveilleux journaliste, et quel merveilleux bonhomme. Oui, ça, j'ai pas connu. Il était d'une sympathie, tu ne veux pas savoir. Ah oui. Sympathie. C'était un très brave homme, très honnête, très sympathique. Oui. Ah oui, donc il a fallu se reconstruire derrière. Ben oui, alors là, les producteurs... Vous étiez marqué au fer rouge. Ah ben oui, les producteurs avaient ordre, tous les producteurs avaient ordre de ne pas nous employer, quoi. L'interdiction de nous employer. Toi, ça t'a pas empêché de réaliser un certain nombre de choses, quand même. Alors là, moi, j'ai pas fait grand-chose pendant cette période-là. Ben oui, j'imagine. Oui. Mais alors, des groupes et du Maillet, des groupes Barrère, du Maillet, Lalou aussi, ils avaient créé une boîte privée qui travaillait pour le monde médical. Alors j'ai fait un ou deux films dans ce cadre-là. Et puis surtout en 79, je suis parti à Longwy. Ah oui. Faire animer Lorraine Cardassier. La fameuse. Voilà, qui a été aussi, qui m'a laissé un grand souvenir. Un grand moment. Ouais. Ah oui. Pour lequel il y a eu un DVD d'édité d'ailleurs. Et qui un coffret. Par tout le monde. Oui, un morceau de chiffon rouge. Un morceau de chiffon rouge. Et quand 81 est arrivé, des groupes m'ont appelé, parce qu'il y a eu les fameuses listes, tu sais, le parti communiste et le parti socialiste avaient négocié. Le parti socialiste communiste disait il y a un interdit professionnel sur les journalistes communistes, c'est pas normal. Donc, on vous propose un certain nombre de journalistes qu'on vous demande d'embaucher. Et donc, il m'avait appelé, c'est Juquin qui s'occupait de ça, ça s'appelle la liste Juquin. Et j'avais dit à Pierre, écoute, tu m'oublies complètement, moi, je ne veux absolument pas être embauché dans ces conditions-là. Si les responsables de la télé me connaissent, s'ils veulent me faire travailler, ils m'appelleront et je travaillerai pour eux, si ça me convient, mais je ne veux pas être sur quelque liste que ce soit. Ah oui. Et Desgroupes a été nommé patron de la 2e chaîne à l'époque. Et il m'a appelé immédiatement en disant bon, si tu as d'autres propositions, tu dis que tu n'es pas libre et on se revoit en septembre. Voilà. Et en septembre, il m'a appelé et il m'a intégré à la rédaction de la 2e chaîne. Et oui, quand 81 est arrivé, et c'était Jean-Pierre Elkabbach qui dirigeait l'information.
Et la rédaction l'a viré. Ils l'ont carrément viré. C'est pour ça qu'il est aussi méchant. Il a dit, on ne veut plus te voir. Et ils ont élu un président. Dans la période comme ça, là, tout de suite après l'élection, ils ont élu un type qui était formidable, qui s'appelle Noël Copin. Ah bah oui, je me souviens. Un journaliste chrétien, mais il était à l'époque, il était à la télé. Ah oui, et c'est après qu'il a été. C'est après qu'il est retourné à la Croix. Oui. Dans les journaux catholiques. Et c'était un type merveilleux, humainement, vraiment. D'ailleurs, tout le monde l'adorait. C'est pour ça que il y a un consensus pour que il l'élise à la direction. Et après, quand des groupes est arrivé, il a dit bon maintenant je fais mon boulot. Il était d'ailleurs, j'ai dit directeur de l'information, non, président de France 2. Ah, de France 2. D'Antenne 2. D'Antenne 2, oui, à l'époque. Président d'Antenne 2. Et comme c'était un petit malin aussi, il s'est dit, parce que lui, c'est histoire de liste, évidemment, il ne supportait pas. Et donc, il a vu que j'étais pas sur la liste, et ça, je risquais pas. Et il s'est dit, je vais parce qu'il me connaissait bien, on venait juste de faire un film ensemble en plus. Ah oui. Pour sa boîte là, qui était bien d'ailleurs, un film sur le vieillissement. Ah oui, déjà. Voilà, et en plus, alors il me demande ce que je veux faire, je lui ai dit, moi c'est très simple, je veux faire du reportage en France. Parce que beaucoup voulaient aller à droite, à gauche, à l'autre bout du monde, etc. Ce que j'avais fait à Saint-Colonne, d'ailleurs, de mon côté, mais moi je voulais faire du reportage en France. Et ce salopard, il me nomme chef du service Société Infogénée. C'est quoi ça? Service. Infogénée. Ah oui, chef de service. Service Infogénée Société. Alors, ça pouvait être compatible, mais sauf que là, tu étais chef. Je tombais des nues, tu vois. Moi, je voulais pas être responsable de rien, quoi. Tu vois, j'étais un journaliste de base. Et alors, juste avant moi, il y en avait un qui était à ce poste-là. Et les journalistes étaient venus dans son bureau. Ils avaient attrapé son bureau comme ça, et flac, ils renversé dessus. C'était mai 68 donc. Ah oui, carrément. Carrément. Et moi, je suis nommé là, tu vois. Bon, puis ça s'est très bien passé. Moi, j'ai discuté avec tout le monde. Je me souviens. J'ai pris comme adjointe une journaliste du service. Et j'ai donné des responsabilités à des journalistes de droite, de gauche, je m'en foutais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le boulot soit fait. Voilà, quoi. Hein. Donc, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ouais. Et Martial, alors, la période actuelle, elle est plutôt bouleversante de ce point de vue-là. Hein. On a le sentiment que les médias, dans leur globalité, sont soumis à des règles strictes, plutôt macronistes. C'est pas comparable, mais qu'est-ce que tu en dirais si tu avais une comparaison à faire avec toute cette grande période de libération et puis aujourd'hui, cette espèce d'enfermement? Moi, je dis que Macron, c'est un Thatcher au gants de velours. C'est pas mal, ça. Voilà. À mon avis, sur le fond, c'est pire que Sarkozy, Macron. Il va tout foutre en l'air. Il va foutre en l'air tous les services publics. Et il tient l'information. Et je dois dire qu'un grand nombre de mes confrères ne se font pas prier pour s'incliner. Hein. Au contraire, ils en rajoutent. Ouais. Non,
On voit bien qu'il y a des journalistes qui essayent de faire leur boulot. Hein. Ils sont toujours là. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui sont des gens formidables, mais ils n'ont qu'une idée, c'est de partir, quoi. C'est de trouver un endroit où ils pourront faire leur métier tranquille, quoi. Il y a ceux qui se plient. Quand tu regardes les débats, par exemple, à la télé, c'est des débats terribles. Hein. Tu te demandes s'ils vont pas se bouffer. Ils sont tous d'accord. Alors, il y en a qui sont socialistes, d'autres qui sont à droite. Ceux qui sont socialistes sont plus à droite que ceux qui ne le sont pas. Enfin, bref, ils sont tous du même avis. Ils essayent de s'engueuler, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ont un mal de chien. Non, ouais. C'est incroyable, quoi. Ouais. C'est incroyable. Quand tu vois que la plupart des médias appartiennent à des milliardaires. Ouais. Ça, c'est jamais vu. Ça. C'est jamais vu. C'est incroyable. Incroyable. Et visiblement, cette idéologie libérale, elle imprègne la plupart des esprits qui aujourd'hui font l'information et la commentent. C'est quand même ça qui est terrible. Ah bah oui. C'est-à-dire que ceux qui aimeraient aborder les choses autrement, ils sont soit neutralisés, soit écœurés de ce qu'ils font. C'est souvent comme ça que visiblement que ça se passe. Ah oui. Et qu'est-ce que tu vois comme, non pas issue possible, mais en tous les cas comme mode de résistance à ça? Moi, je pense que il n'y a pas de démocratie possible sans médias libres. Ouais. Voilà, c'est simple. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que le rôle des journalistes, c'était premièrement d'emmerder les puissants, leur mordre les chevilles, et d'autre part, d'aider les citoyens à bien faire leur métier de citoyen. Parce qu'ils peuvent leur apporter des infos qu'ils n'ont pas, et les aider à faire leur métier de citoyen. Et là, c'est tout le contraire, quoi. C'est ce qui est impossible à faire. Or, il n'y a pas de démocratie possible sans ça. Non, je crois que c'est un constat qu'il faudrait faire partager maintenant. Parce que c'est vrai que quand on parle de démocratie, on parle toujours en général des institutions, sauf les institutions de l'information, de la programmation. Oui, mais ça, c'est capital. C'est capital. Absolument. Dernière question, Marcel. Te connaissant, quels sont tes projets? Bah écoute, j'ai envie de faire un film à nouveau. Oui. Hein, j'ai un peu pris du recul ces derniers temps. Mais là, j'ai envie de faire un film et le premier penchant, ça serait de dire, bon, il faut montrer dans quelle merde on est, quoi. C'est une catastrophe. Ils vont tout casser, les services publics, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire un film optimiste. Voilà. J'ai envie de dire aux gens, aux citoyens, il n'y a pas de fatalité. C'est pas possible. Même Macron, personne ne se souviendra de lui dans 10 ans. Que ce sera quoi, un petit chef-aillon, quoi. Rien de plus. Donc c'est pas ça qui compte. Et il faut l'empêcher de faire ce qu'il fait, bien sûr. Donc soutenir les gens qui résistent, etc. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est un film, parce qu'il y a, effectivement, on a l'impression comment dire ça, une chape de plomb. Une chape de plomb, quoi. Mais partout, à droite, à gauche, il y a des gens qui résistent. Oui. Dans leur coin, parfois seuls, souvent en petits groupes, des associations, des syndicats, bien sûr. Mais il y a plein de gens qui, par exemple, ce qui est très significatif, c'est les gens qui aident les réfugiés. Oui. Qui les aident à passer les montagnes, qui les récupèrent pour qu'ils ne se noient pas en Méditerranée, qui les cachent aux flics de
cette frontière européenne de plus en plus infranchissable, au risque d'être jugés et condamnés. Et ils le sont d'ailleurs. Et ils le sont. C'est incroyable, pour délit de solidarité. C'est inouï quand on y pense, dans un pays comme la France, qui a fait la Révolution, qui a eu la Commune de Paris, le Front populaire, la Résistance. Pays dit des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, délit de solidarité. Non mais je rêve, c'est incroyable. Et donc là, il y a des gens formidables. Moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de montrer, voilà, donner aux citoyens l'envie de faire comme eux. Voilà, on n'est pas de ce bord, quoi. On n'est pas ces gens-là. On a honte d'être français si c'est ça la France. Donc la France c'est autre chose. Voilà. Moi j'aimerais faire un film qui montre que c'est autre chose, la France.